c'est les établissements supports, des GHT bien sûr, qui vont être intégrés à la liste des OSE, des opérateurs de services essentiels. Or, d'un point de vue budgétaire, c'est pas sans conséquence, puisque la loi de 2018, qui était donc en fait la transposition de cette directive européenne Nice, concernant les opérateurs de services essentiels, elle prévoit clairement que donc il y a un certain nombre de règles de sécurité qui doivent s'appliquer pour ces fameux opérateurs de services essentiels, et que la mise en place de ces règles de sécurité se fait, je cite, à leurs frais. Donc on comprend bien que là, ces nouveaux établissements qui intègrent cette liste des OSE, eh bien, ils vont devoir mettre en place une nouvelle gouvernance, puisqu'il va falloir désigner un référent auprès de l'ANSSI, il va falloir également déclarer annuellement les services d'information, les systèmes d'information essentiels. Et puis il y a aussi toutes les garanties à prendre, qu'elles soient contractuelles ou non, mais vis-à-vis des sous-traitants. Donc là, clairement, on comprend qu'il va y avoir un impact budgétaire. Est-ce que vous pensez, et là je vais peut-être me tourner plus vers Cyril, que les établissements support, du coup, ont vraiment pris en considération cette nouvelle mesure? Si nous avons appelé de nos voeux le fait que la santé soit considérée comme un service essentiel, parce qu'en réalité c'est de ça dont on parle. C'est pas la question de déclarer les établissements opérateurs de services essentiels, très bien, mais nous on dit la santé est un service essentiel. C'est-à-dire que si on a une attaque massive en France, cyber évidemment, sur les systèmes de santé, il faut que les systèmes de santé puissent tenir. Ils ont tenu pendant la crise du Covid, il faut qu'ils tiennent aussi en cas de crise cybersécurité. Et dans ce cas-là, nous avons nous-mêmes demandé à ce que les établissements soient désignés opérateurs de services essentiels pour pouvoir assurer cette continuité. Mais dans le même temps, on a demandé l'accompagnement. Je veux dire, évidemment, on ne va pas revenir à l'argent, c'est la question précédente, mais enfin, quand même. Quand même. Et au-delà de l'argent, encore une fois, aussi reparler des ressources humaines. On a parlé tout à l'heure un peu des RSSI, mais encore faut-il qu'on précise ce qu'est un RSSI. Parce que même dans les littératures, tout le monde n'est pas d'accord avec le terme RSSI. Il y a la différence entre un responsable sécurité système d'information et un expert sécurité système d'information. Est-ce que c'est les mêmes métiers? Et du coup, comment on trouve ces ressources? Comment on les fait travailler? Comment on les fait travailler avec les équipes techniques? Comment on accompagne nos utilisateurs? Ils sont nombreux, utilisateurs du système d'information aujourd'hui. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut poser. Et là, on a vraiment besoin de travailler, nous, établissements, bien sûr, mais nous, établissements, ensemble déjà, et puis qu'on ait une espèce de gradation de la réponse sécuritaire. C'est-à-dire qu'une réponse au sein de la structure, mais une réponse peut-être au sein du territoire, au sein de la région, puis une réponse nationale, si l'attaque est vraiment massive. J'appelle de mes voeux la création d'un filet de sécurité, on va dire, global, parce qu'au fond, c'est pas seulement de la responsabilité individuelle de chaque établissement. La responsabilité, elle est globale. C'est-à-dire que le système de santé doit pouvoir tenir en cas d'attaque cyber, et donc on doit avoir une organisation qui le permette.